durant toute mon enfance, mes parents m'ont appelé leur porte-malheur. Ma sœur était l'enfant en or. Lors de la réunion de famille, ma tante m'a présenté à une inconnue, voici celle dont on ne parle pas. Quand j'ai regardé l'inconnue, elle a sorti une carte de visite. Elle a dit, en fait, je suis ici grâce à elle. Elle est ma. Je m'appelle Vanessa Holloway. J'ai 35 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, ma famille a décidé qui j'étais bien avant que j'aie la chance de devenir quoi que ce soit d'autre. Ma sœur aînée, Belle, était la belle. Mon frère Mason était le génie. Et moi, j'étais la déception que personne ne se donnait plus la peine de cacher. Il ne prononçait pas toujours le mot à voix haute, mais il n'en avait pas besoin. Les familles ont des manières de vous étiqueter sans jamais utiliser un langage précis. Un regard à travers la table du dîner, une blague qui dure trop longtemps, un silence après que vous ayez parlé qui vous dit tout. Au moment où j'étais assez grande pour le comprendre, le rôle s'était déjà enroulé autour de moi comme une seconde peau. L'été dernier, lors de notre réunion de famille annuelle dans une petite ville près d'Asheville, en Caroline du Nord, ma tante Lorraine m'a présenté à une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Elle riait en le faisant, aussi, comme si elle partageait une tradition familiale inoffensive. Voici celle dont personne ne parle vraiment, a-t-elle dit. J'étais là, debout, à 35 ans, entouré de près de 40 parents, et chacun d'entre eux l'a entendu. Ce qu'aucun d'eux n'a réalisé, c'est que l'inconnue à côté de moi n'était pas une simple visiteuse de passage. Et ce qui s'est passé après ce moment a changé l'équilibre de ma famille pour toujours. La première fois que je me souviens avoir entendu que je n'étais pas assez. J'avais 6 ans. Belle en avait 8 alors, tout en boucles blondes, fossettes et robes scintillantes qui faisaient que les adultes arrêtaient leur conversation juste pour lui dire à quel point elle était précieuse. C'était le début de l'été, humide et collant, et ma mère cousait des robes assorties pour les filles de la famille avant un pique-nique de l'église. Mes cousines en ont une. Belle en a une. Même la nouvelle belle-fille de ma tante en a une, bien qu'elle ne fasse partie de la famille que depuis quelques mois. Je n'en ai pas eu. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère a à peine levé les yeux du tissu étalé sur la table de la cuisine. Belle a besoin de quelque chose de joli, a-t-elle dit. Elle est belle sur les photos. J'ai fini par porter une des vieilles robes de Pâques de Belle, bleu pâle avec une tache délavée près de l'encolure que ma mère ne s'était jamais donné la peine de nettoyer correctement parce que, selon elle, personne ne le remarquera de toute façon. Elle avait raison. Personne ne m'a remarqué du tout. Cet après-midi-là, nous sommes allés en voiture chez ma grand-mère pour le pique-nique. Je me souviens être debout dans l'herbe pendant que les parents se rassemblaient sous des tentes pliantes blanches, et que des banderoles en papier flottaient dans la brise chaude. Tante Lorraine s'est penchée et a tenu les joues de Belle entre ses deux mains. Cette fille brisera des cœurs un jour, a-t-elle dit fièrement. Puis elle m'a regardé. Elle a incliné la tête comme si elle examinait des dégâts que personne ne savait comment réparer. La pauvre chose a hérité du nez des Holloway. Tout le monde a ri. Ma mère se tenait assez près pour entendre chaque mot. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'a pas dit que Lorraine était impolie. Elle ne lui a pas dit d'arrêter. Elle a ri aussi, doucement, doucement, comme si c'était déjà une vérité comprise. Je suis resté là, dans cette vieille robe bleue, à 6 ans, pensant que la laideur était probablement temporaire, comme une tache, quelque chose dont on se débarrasse en grandissant. Je ne savais pas que les familles pouvaient en faire votre identité. Plus tard dans la vie, j'ai découvert que ma mère avait autrefois étudié l'architecture dans un collège communautaire du Tennessee avant de tomber enceinte de Belle à 19 ans. Elle a quitté l'école, a épousé mon père, et n'a plus jamais touché à un carnet de croquis. Mais à l'époque, je ne savais rien de tout ça. Tout ce que je savais, c'est que Belle avait la nouvelle robe, et moi j'avais l'étiquette. Une fois qu'une famille décide qui vous êtes, tout le reste commence à s'organiser autour de cette décision. Les portraits scolaires le prouvaient chaque année. Ma mère commandait des paquets encadrés géants pour Belle, des tirages brillants, des copies format portefeuille pour les parents, de grands portraits souriants accrochés partout dans le salon. Pour moi, elle cochait l'option la moins chère disponible, format portefeuille. La plupart d'entre eux finissaient fourrés dans des tiroirs de cuisine avec des coupons expirés et des piles usées. Les anniversaires étaient la même histoire. Belle avait des fêtes à thème chaque année, princesse, fête à la piscine, soirée pyjama avec des décorations assorties et des gâteaux personnalisés. Mon anniversaire n'était que quelques semaines après celui de Mason, alors ma mère combinait les nôtres chaque année pour gagner du temps.
Le gâteau disait toujours « Joyeux anniversaire, Mason » en énormes lettres de glaçage. Mon nom était casé en dessous comme si quelqu'un s'était souvenu de moi à la dernière seconde. Les matins de Noël racontaient aussi l'histoire. Belle déballait des tenues soigneusement choisies, des chaussures assorties, des parures de bijoux, des vestes chères. Moi, je recevais des livres. Tu aimes lire, disait ma mère chaque année comme si elle m'avait déjà assigné ma personnalité et s'attendait à ce que je reste à l'intérieur pour toujours. Mason acceptait son propre rôle sans se plaindre. Il était l'intelligent. La future histoire à succès. À 17 ans, il se préparait déjà à quitter la maison pour une université à l'autre bout du pays. Il n'était pas cruel avec moi, mais il n'était pas gentil non plus. Il restait simplement en dehors de tout ça. Et j'ai finalement appris que le silence peut blesser presque autant que la cruauté. Une étiquette au sein d'une famille devient une permission. Elle dit à tout le monde exactement combien d'attention vous méritez, à quel point vous êtes autorisé à être visible, à quel point vos sentiments sont censés compter. Ma famille a pris cette décision à mon sujet quand j'avais 6 ans, et année après année, ils l'ont renouvelée. Si vous voulez vraiment comprendre comment votre famille vous voit, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Comptez les photographies. Notre mur de salon contenait 15 photos de famille encadrées, disposées avec soin au-dessus du canapé. Ma mère avait passé un week-end entier à les organiser en parfaite symétrie. Belle apparaissait dans chaque cadre. Mason apparaissait dans 7. J'apparaissais dans 3. Dans une, j'étais partiellement bloqué derrière un cousin tenant un cierge magique pendant le 4 juillet. Dans une autre, le cadre coupait entièrement la moitié de mon visage. Et dans la troisième, j'avais 5 ans, je tenais un ballon rouge tout en plissant les yeux au soleil. Cette photo est restée parce que le ballon correspondait à la couleur des coussins du canapé. Rien dans cette maison n'était accidentel. Chaque séance photo de famille suivait la même chorégraphie. Belle au milieu, Mason à gauche, Vanessa, recule un peu. Et je le faisais toujours. Un pas, puis un autre. Jusqu'à ce que j'apprenne à disparaître avant même qu'on me le demande. À la remise des diplômes de Belle au lycée, ma mère a pris des dizaines de photos. Je le sais parce que j'ai vu la pellicule plus tard. Différentes poses, différents angles, des photos souriantes, des photos spontanées. À ma propre remise de diplôme 2 ans plus tard, elle en a pris exactement une. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Une cérémonie de 2 heures, une photographie. Cet été-là, j'ai acheté des appareils photo jetables et j'ai commencé à documenter ma propre vie parce que personne d'autre ne le faisait jamais. Mon premier appartement, ma table à dessin, le jour où j'ai réussi mon examen d'autorisation d'exercer. De petites étapes qui auraient complètement disparu si je ne les avais pas préservées moi-même. J'ai gardé chaque photo dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Quand personne n'est témoin de votre vie, il vous incombe d'en être le témoin vous-même. Et à ce moment-là, j'avais déjà passé des années à m'effacer au sein de ma propre famille. J'ai quitté la maison à 18 ans avec une bourse pour un programme d'architecture dans une université d'État en Ohio. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a regardé de la même manière que les gens regardent un enfant annonçant un rêve irréaliste. Architecture, a-t-elle répété lentement. Ce n'est pas vraiment une carrière réaliste pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Elle utilisait toujours cette phrase en parlant de moi. Elle portait le même ton à chaque fois. Mi-pitié, mi-correction. Comme si elle me rappelait de ne pas viser au-delà de la limite invisible qu'elle avait placée sur ma vie. À ce moment-là, je ne savais toujours pas qu'elle avait autrefois voulu exactement la même carrière pour elle-même. Je ne le découvrirai que des années plus tard. Mon père m'a conduite au campus en silence. 4 heures sur l'Interstate 75 avec les fenêtres entr'ouvertes et la radio éteinte. Mon père n'était pas un homme bavard, vivre pendant des décennies à côté de ma mère avait usé le son en lui petit à petit jusqu'à ce que le calme devienne son état naturel. Mais quand il s'est garé devant mon dortoir et a soulevé ma valise sur le trottoir, il a finalement dit quelque chose. Construit quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. 6 mots. C'était le seul vrai conseil qu'il m'ait jamais donné. Je l'ai serré dans mes bras pour lui dire au revoir. Et pour la première fois, j'ai remarqué qu'il m'avait tenu plus longtemps que d'habitude. Puis il est remonté dans le camion et est parti pendant que je restais là, le regardant disparaître dans la circulation. Cette nuit-là, j'ai scotché mes photographies de la boîte à chaussures sur le mur du dortoir à côté de mon lit. Ma colocataire, une fille de Chicago nommée Aaron,
les a regardés et m'a demandé si ma famille me manquait. J'ai dit, oui, bien sûr. Mais la vérité était bien plus laide que ça. La vérité, c'est que je n'avais jamais respiré aussi facilement de toute ma vie. L'université est devenue le premier endroit où j'existais en dehors du récit de ma famille. Personne là-bas ne savait que j'étais censé être la fille peu attrayante. Personne ne se souciait que Belle soit plus jolie ou que Mason soit plus intelligent. Les gens me jugeaient sur mon travail et pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais réellement doué pour quelque chose, vraiment doué. J'ai abordé l'architecture comme certaines personnes abordent la survie, obsessionnellement, prudemment. Comme si, en construisant suffisamment de belles choses, je pourrais peut-être finir par me reconstruire moi-même. Pendant ma 3e année, j'ai décroché un stage non rémunéré au Bureau de la préservation historique de l'État. Pour survivre financièrement, je travaillais de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 près du campus, appelé Maggie's Grill. De 18 heures du soir à 2 heures du matin, je portais des cafetières et des assiettes grâce à des camionneurs épuisés et à des étudiants ivres. Ensuite, je dormais quelques heures avant de me rendre au bureau de la préservation à 7 heures. Le restaurant sentait en permanence le bacon brûlé et le vieux sirop. Les pourboires étaient terribles, mais le bureau de la préservation avait des archives remplies de plans et de dossiers de bâtiments historiques de tout l'État, et je passais chaque seconde libre à les étudier. De vieux palais de justice, des bibliothèques, des gares, des églises, des bâtiments que tout le monde avait cessé de remarquer. Je comprenais ces bâtiments. Les gens les regardaient et voyaient des dommages, de la négligence, quelque chose de démodé et de plus utile. Je regardais de plus près et je voyais la structure, l'histoire, des fondations qui comptaient encore. Mon premier grand projet est arrivé quand j'avais 25 ans, une bibliothèque des années 1920 en ruine dans une ville sidérurgique mourante de l'ouest de la Pennsylvanie. La moitié du toit s'était effondré et le conseil municipal prévoyait de la démolir parce que la restauration coûterait trop cher. J'ai écrit une proposition de 30 pages les suppliant de reconsidérer. D'une manière ou d'une autre, ils m'ont donné 6 mois et un budget à peine suffisant pour couvrir les réparations de base. Je me suis débrouillé quand même. J'ai trouvé des fournisseurs de bois de récupération, j'ai convaincu des bénévoles locaux d'aider. J'ai travaillé 16 heures par jour, dormi dans ma voiture 3 nuits parce que je ne pouvais pas me permettre des chambres de motel près du site. En octobre, la bibliothèque a rouvert. La ville a dédié la salle de lecture à mon nom. J'avais 26 ans. À 29 ans, j'ai ouvert mon propre petit studio de préservation avec 2 employés et un bureau loué au-dessus d'une quincaillerie à Lexington, Kentucky. Nous nous spécialisions dans les lieux oubliés, les bureaux de poste de petites villes, les églises rurales, les bâtiments que tout le monde considérait comme trop endommagés ou trop peu importants pour être sauvés. 3 ans plus tard, l'un de nos projets de restauration de palais de justice a remporté un prix de préservation à l'échelle de l'État. Des magazines régionaux ont commencé à écrire sur nous. Puis des publications nationales ont suivi. Ma famille n'a jamais rien su de tout ça. Non pas parce que je le cachais délibérément, mais parce que j'ai finalement arrêté d'essayer de leur en parler. La dernière tentative a eu lieu à Thanksgiving, quand j'avais 31 ans. J'ai mentionné qu'un journal d'architecture avait publié un article sur l'un de mes projets. Ma mère a souri poliment et a dit, « C'est bien, ma chérie. Belle et Tyler viennent d'acheter une maison au bord du lac. » Fin de la conversation. C'est comme ça que ça fonctionnait toujours. Tout ce qui me concernait se dissolvait immédiatement, tandis que la vie de Belle s'étendait pour remplir chaque pièce. J'ai construit ma carrière tranquillement après ça, non pas par manque de fierté, mais parce que personne dans ma famille n'a jamais posé assez de questions pour entendre les réponses. Quand j'avais 16 ans, j'ai découvert accidentellement pourquoi ma mère détestait me voir réussir. L'école s'est terminée tôt cet après-midi-là et je suis rentré dans une maison vide. Belle était à l'entraînement des Pom-Pom Girls. Mason était au club de robotique. Ma mère travaillait encore. Je suis allé dans le grenier à la recherche de vieilles encyclopédies que mon professeur d'histoire voulait que nous utilisions pour un projet. Ce grenier sentait la poussière, le carton et les années oubliées. Des boîtes bordaient chaque mur avec l'écriture soignée de ma mère sur les côtés, décorations de Noël, dossiers fiscaux, vêtements de bébé. Puis j'en ai trouvé une, poussée dans le coin le plus éloigné, étiquetée simplement Hélène, université. Hélène était le nom de ma mère. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis vert à spirale. Au moment où je l'ai feuilleté, tout en moi a changé.
Des croquis de bâtiments couvraient chaque page. Pas des gribouillages d'amateurs. Des dessins de qualité professionnelle, des plans détaillés, des notes structurelles, des élévations, des maisons victoriennes avec des vérandas enveloppantes, des devantures de magasins en briques. Des clochers d'église avec des mesures manuscrites et des angles de toiture griffonnés dans les marges. Les dessins étaient incroyables. Pas bon pour une étudiante, en fait. Incroyable. Il venait de quelqu'un qui comprenait profondément comment les bâtiments se tenaient, respiraient, s'équilibraient, survivaient. Je me suis assise sur le sol du grenier, regardant ces pages tandis que la lumière du soleil flottait dans l'air poussiéreux autour de moi et soudain, tout a pris sens. Chaque fois que je parlais d'architecture à table, chaque fois que je ramenais une bonne note en dessin technique, chaque fois que je parlais avec enthousiasme de design, ma mère ne me voyait pas moi. Elle voyait la version d'elle-même qu'elle avait perdue. Et au lieu de pleurer cette perte, elle a fait de moi le rappel qu'elle voulait punir. J'ai soigneusement replacé le carnet de croquis dans la boîte, exactement comme je l'avais trouvé. Je ne le lui ai jamais dit. Certaines découvertes sont trop douloureuses pour survivre à une conversation. Les gens aiment croire que la distance guérit les blessures familiales. Ce n'est pas le cas. Le temps change le décor, pas les schémas. Les familles se souviennent du rôle qu'elles vous ont assigné bien après que vous l'ayez dépassé. 2 ans avant la réunion, mon père m'a appelé pour me demander de venir à la maison pour Thanksgiving. C'était toujours lui qui demandait. Ma mère ne le faisait jamais. Quand je suis arrivé, Belle était dans la cuisine en train de décrire la rénovation coûteuse qu'elle et son mari venaient de terminer. Plan de travail en quartz, évier de ferme, d'osserais en carrelage importé. Ma mère rayonnait littéralement en l'écoutant. Tu as toujours eu un goût si magnifique, n'arrêtait-elle pas de dire. Je me suis assise tranquillement à table, buvant du café, jusqu'à ce que la conversation s'arrête assez longtemps pour que je mentionne que l'une de mes restaurations de palais de justice avait remporté un prix de préservation. Silence. Pas impressionné. Silence. Un silence vide. Puis ma mère a demandé si quelqu'un pouvait passer la sauce au canneberge. Belle s'est appuyée contre le comptoir et a dit « Attends, c'est comme la rénovation-revente de maison. » Non, ai-je répondu prudemment. Pas vraiment. Elle a haussé les épaules. Eh bien, ça ressemble un peu à un passe-temps. Après le dîner, j'ai aidé à faire la vaisselle pendant que ma mère et ma tante Lorraine se tenaient à côté de moi, séchant les assiettes. Elle pensait que j'étais passé dans la pièce d'à côté. Ce n'était pas le cas. Ma mère a baissé la voix et a dit, au moins, Vanessa s'occupe. J'aimerais juste qu'elle fasse enfin quelque chose à propos d'eux. Puis elle a agité sa main devant son visage. Ce même geste, celui qui me désignait. Lorraine a immédiatement ri. Je suis resté là, serrant un torchon humide si fort que mes doigts me faisaient mal. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. J'ai fini la vaisselle, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 4 heures pour rentrer chez moi dans le noir. 6 mois plus tard, mon père a eu un léger accident vasculaire cérébral. L'hôpital a appelé juste après minuit. J'ai conduit sous une pluie battante tout le trajet jusqu'à Nashville, les 2 mains si crispées sur le volant que mes poignets me faisaient mal. Au moment où j'ai atteint l'hôpital, mes vêtements étaient humides d'avoir couru à travers le parking. Ma mère et Belle étaient déjà dans sa chambre quand je suis arrivé. La première chose que ma mère a dite en me voyant a été « Oh, tu es venu ». Pas de soulagement, pas de gratitude, de la surprise, comme si j'étais apparu à un endroit où l'on ne s'attendait pas à ce que je sois. Le médecin a dit que mon père avait eu de la chance. L'AVC avait affecté le côté gauche de son corps, mais il avait conservé sa parole et la plupart de sa mobilité. Il aurait besoin de thérapie, de repos, de temps. Je suis resté 3 jours. Pendant ces jours, je me suis occupé des choses pratiques parce que personne d'autre ne le faisait. Les formulaires d'assurance, les horaires de médicaments, l'organisation des papiers dans son bureau à la maison pour que les factures ne prennent pas de retard pendant sa convalescence. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le dossier, dans le tiroir du bas de son bureau, un épais dossier manille enveloppé d'un élastique délavé. À l'intérieur se trouvaient des articles, des dizaines d'articles, tous sur moi. Des articles de journaux locaux sur des projets de restauration, des interviews de blogs imprimés, des annonces de prix, des copies d'articles de magazines d'architecture que je ne savais même pas qu'il avait vus. Une photo montrait la bibliothèque de Pennsylvanie restaurée, brillant sous la lumière d'automne. L'encre de l'imprimante s'était légèrement estompée,
et certaines pages étaient de travers, clairement imprimées depuis un vieil ordinateur de bureau. Le dossier couvrait près de 9 ans de ma carrière. Mon père avait discrètement collecté des preuves de ma vie pendant tout ce temps. Je me suis assise sur le sol à côté de son bureau, regardant ces pages tandis que la lumière du soleil de fin d'après-midi traversait le tapis. Il savait, il avait toujours su. Certaines des impressions d'Internet avaient encore de longues adresses de sites web s'étendant au bas des marges, ce qui signifiait qu'il les avait physiquement tapées à la main sur ce vieil ordinateur de bureau lent qu'il gardait près de la fenêtre du salon. Il n'en a jamais parlé, n'a jamais rien montré à ma mère, ne s'est jamais vanté de moi lors des réunions de famille. Il a simplement gardé les preuves rangées là où personne d'autre ne pouvait les diminuer. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis juste restée assise là, tenant 9 ans d'amour silencieux dans mes mains. Plus tard dans la soirée, mon père a vu le dossier alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Nos regards se sont croisés. Il a regardé les papiers, puis moi, et il a hoché la tête une fois. C'était tout. Mais d'une manière ou d'une autre, ce petit hochement de tête portait plus de validation que tous les compliments que j'avais passé ma vie à mendier. Mon père ne m'a jamais défendu à voix haute, mais il gardait les preuves. La réunion de famille a eu lieu en juillet suivant, pendant l'une de ces vagues de chaleur suffocante du sud où l'air lui-même semble assez lourd pour être touché. Les cigales criaient depuis les arbres. L'asphalte miroitait. L'humidité s'accrochait à la peau avant midi. Ma grand-mère était décédée 3 ans plus tôt, mais ma mère avait hérité de la maison et continuait d'organiser la réunion chaque été. Non pas parce qu'elle aimait la tradition familiale, mais parce qu'elle aimait avoir un public. Je n'y avais pas assisté depuis près de 2 ans. Cette fois, j'y suis allé pour mon père. L'AVC l'avait changé de manière discrète. Il marchait avec une canne maintenant, et quand il était fatigué, sa main gauche se recroquevillait légèrement vers l'intérieur. Il insistait toujours pour tondre sa propre pelouse, lisait toujours les journaux chaque matin sur le porche, se rendait toujours lui-même chez le coiffeur un samedi sur 2. Mais quelque chose en lui semblait usé, comme si des années de silence étaient finalement devenues trop lourdes à porter confortablement. Quand il m'a demandé de venir à la réunion, j'ai dit oui immédiatement. En même temps, quelque chose d'important se développait dans ma vie professionnelle. Depuis près de 3 mois, une rédactrice en chef du nom de Claire Whitmore, du magazine American Heritage Architecture, m'envoyait des courriels au sujet d'un portrait de fond. Elle créait une série en plusieurs parties mettant en lumière les architectes de la préservation travaillant dans les zones rurales d'Amérique, et elle me voulait pour l'article principal. Nous échangions constamment des courriels sur les lieux de photographie, l'histoire des projets, les calendriers d'interviews, des conversations professionnelles, des conversations sur le genre que je comprenais. À un moment donné, j'ai mentionné nonchalamment que je visiterais ma ville natale pour une réunion de famille près d'Asheville et je lui ai parlé d'une gare restaurée à proximité qui pourrait l'intéresser. Peut-être que je passerai si je suis dans le coin, a-t-elle répondu. Je n'y ai pas beaucoup pensé après ça. Les gens font des plans vagues tout le temps. La plupart d'entre eux disparaissent. Le jour de la réunion, je me suis garé dans l'allée en gravier vers midi et je suis resté assise dans ma voiture pendant près de 3 minutes complètes avant de sortir. Les voitures bordaient déjà la cour. Des tables pliantes s'étendaient sur l'herbe sous des nappes rayées attachées au coin pour les empêcher de s'envoler. La fumée s'échappait du grill où mes oncles cuisinaient depuis le matin. J'ai compté ma respiration lentement, comme un thérapeute me l'avait appris des années plus tôt. Inspirer sur 4 temps, expirer sur 6. Puis j'ai ouvert la portière de la voiture. Les salutations m'ont tout dit immédiatement. Belle est arrivée 10 minutes après moi avec son mari et ses enfants. Les gens ont explosé vers elle. Oh mon Dieu, regarde-toi. Tu n'as pas pris une ride. Ces enfants sont adorables. Ma mère a pris le plus jeune fils de Belle et rayonnait pratiquement de bonheur. Puis j'ai traversé la cour. Quelques hochements de tête. Salut Vanessa, content de te voir. Oncle Denis m'a offert de la limonade et semblait vraiment sincère. Tante Lorraine a à peine levé les yeux de l'arrangement de la salade de pommes de terre sur la table du buffet. Ma mère se tenait près du centre de la cour, dirigeant les conversations comme un metteur en scène gérant des scènes. Quand elle m'a remarqué, elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour dire « Vanessa, je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Ce ton encore, comme si je m'étais trompé d'événement. J'ai trouvé mon père assis sous un immense chêne au bord de la cour, là où le bruit n'atteignait pas aussi fort.
Sa canne était appuyée contre la chaise longue à côté de lui. Je me suis assise à côté de lui sans parler. Il m'a serré doucement la main. C'était suffisant. Près du porche d'entrée se trouvait une table pliante remplie de badges nominatifs préécrits pour les invités. Tout le monde en avait un. Tout le monde sauf moi. Il restait une étiquette vierge à côté du marqueur. J'ai écrit mon propre nom. 41 personnes ont assisté à cette réunion. J'étais la seule personne qui a dû s'identifier elle-même. Ma mère avait également disposé des cartons de placement aux tables à manger principales. Écriture élégante, placement soigneusement organisé. Hélène, Belle, Tyler, Lorraine, Denny, Mason. J'ai vérifié chaque carton 2 fois. Le mien n'y était pas. Ni à la première table, ni à la deuxième, ni à la troisième. Finalement, j'ai réalisé que j'avais été officieusement assigné aux chaises pliantes près des enfants. Alors, je me suis assise là, à côté d'un garçon de 7 ans empilant des chips en tour et d'une petite fille regardant des dessins animés sur le téléphone de sa mère. De la table des enfants, j'avais une vue parfaite sur les adultes. Le mari de Belle se vantait de la propriété au bord du lac qu'ils avaient récemment acheté. Ma mère se penchait en avant, écoutant comme s'il discutait d'un héritage royal. Un cousin éloigné s'est approché et m'a demandé, « Alors, que fais-tu réellement de nos jours ?» Avant que je puisse répondre, tante Lorraine a appelé de l'autre côté de la cour. Quelque chose avec de vieux bâtiments, je crois. Elle a agité sa main d'un air dédaigneux. Ce même mouvement. Toujours ce même mouvement. Je suis architecte, ai-je corrigé doucement. Oh, c'est vrai, a répondu Lorraine. Comme ces émissions de rénovation sur HGTV. Pas exactement. Ma mère ne s'est même pas retournée. Elle a simplement redirigé l'attention vers la maison de vacances de Belle. J'ai mangé mon déjeuner en silence. Limonade aqueuse, hamburger pas assez cuit, salade de pommes de terre qui était probablement restée trop longtemps à la chaleur. Et j'ai regardé la même chorégraphie familiale que j'avais observée toute ma vie. Même rôle, même hiérarchie, même scénario. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que quelqu'un d'autre était sur le point d'en être témoin aussi. Après le déjeuner, tout le monde est rentré dans la maison pour échapper à la chaleur. Quelqu'un a sorti de vieux albums photos du placard du couloir, et soudain, le salon s'est transformé en un musée dédié presque entièrement à la vie de Belle. Les albums étaient épais et lourds, avec des couvertures en cuir craquelé et des pochettes en plastique qui faisaient des bruits secs chaque fois que quelqu'un tournait une page. Tu te souviens de ça? Oh mon Dieu! Tu te souviens quand Belle a gagné le concours de Little Miss Autumn Festival? Tu te souviens du concours de sciences de Mason? Tu te souviens du voyage à la plage quand Belle portait cette robe de marin? La pièce s'est remplie d'une nostalgie qui ne m'incluait jamais. Je suis resté près de la porte, regardant tranquillement page après page tourner. Belle souriant dans des concours de beauté. Belle soufflant des bougies d'anniversaire. Belle posant à côté d'arbres de Noël. Mason tenant des trophées. Mason aux remises de diplômes. Mason au match de football. Sur près de 200 photographies, j'apparaissais exactement 4 fois. Dans une, la moitié de mon corps disparaissait derrière un cousin plus grand lors d'un barbecue. Dans une autre, je me tenais si loin sur le bord d'une photo de groupe que j'avais l'air de déjà partir. Une troisième avait le pouce de quelqu'un bloquant partiellement mon visage. Et la quatrième, celle-là m'est restée. J'avais 10 ans, debout derrière une fougère géante en peau dans une des vieilles robes que Belle avait déjà portées, tandis que tout le monde sur la photo se concentrait ailleurs. Personne ne me regardait. Personne, pas même l'appareil photo. J'ai fixé cette photo pendant longtemps tandis que les parents continuaient de parler par-dessus ma tête. Personne n'a remarqué. Personne n'a dit, où est Vanessa dans tous ces albums? Personne ne semblait dérangé qu'un enfant entier ait pratiquement disparu des archives familiales. Belle était une si jolie petite chose, soupira tante Lorraine en touchant l'une des photos du concours de beauté. Elle l'était vraiment, répondit fièrement ma mère. J'ai glissé la photo de moi à 10 ans hors de la pochette en plastique quand personne ne faisait attention et je l'ai soigneusement glissée dans ma poche arrière. 4 photographies en 35 ans, et d'une manière ou d'une autre, même celle-là réussissait à m'effacer. J'avais besoin d'air ou de silence, peut-être les deux. Je me suis éclipsé dans le couloir vers l'ancien bureau de ma grand-mère. Après sa mort, la pièce s'était lentement transformée en débarras.
Des boîtes couvraient le bureau. Des manteaux d'hiver pendaient aux tringles à rideaux. Une vieille machine à coudre était abandonnée dans un coin, prenant la poussière. Au-dessus de la bibliothèque, j'ai remarqué une boîte en carton étiquetée de l'écriture de mon père. Photo de famille à trier. Je l'ai descendue avec précaution et l'ai ouverte, surtout parce que j'avais besoin d'un endroit privé pour respirer. À l'intérieur se trouvaient des photographies en vrac s'étendant sur des décennies, des cartes de vœux, de vieux programmes d'église, des enveloppes jaunes aux bords recourbés par l'âge. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a complètement arrêté. Des photographies de ma remise de diplômes universitaires. Pas une, 15. 15 photos distinctes. C'était mon père qui les avait prises. Différents angles, différents moments. Moi traversant la Seine. Moi tenant mon diplôme. Moi souriant à côté d'Aaron devant l'auditorium. Moi riant au soleil avec ma toque de diplômé penchée sur le côté. Moi debout seul, regardant directement l'appareil photo avec une expression que je reconnaissais à peine. Ouverte, confiante, heureuse. Les photos provenaient de l'un de ces appareils photo jetables bon marché Kodak, le même genre que j'avais commencé à porter moi-même cette année-là. Mon père ne les avait jamais encadrés, ne les avait jamais montrés à personne, ne les avait jamais mentionnés. Il les avait simplement gardés cachés dans cette boîte pendant plus d'une décennie. J'ai pris une photographie où j'avais 22 ans, portant ma toge de diplômé tout en souriant directement à l'appareil photo. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose de si simple que ça en faisait presque mal. Je n'étais pas laide. Je ne l'avais jamais été. Le problème n'était pas mon visage. C'étaient les gens qui m'avaient appris à me voir à travers leurs yeux. Au dos d'une enveloppe, mon père avait écrit au marqueur noir « Le grand jour de Vanessa ». Je me suis assise dans cette pièce poussiéreuse, tenant 15 photographies prises par la seule personne de ma famille qui avait discrètement choisi de me voir depuis le début. Mes poches devenaient lourdes maintenant. Une photo de l'enfance, 15 de la remise de diplôme. Des preuves, des petits morceaux de preuves. J'en ai glissé plusieurs soigneusement à côté de la photo de l'album et je suis retourné dehors. La lumière du soleil de l'après-midi s'était adoucie pour prendre cette couleur dorée du soir que les photographes adorent. Les enfants couraient dans les arroseurs. De la musique country s'échappait d'une enceinte Bluetooth près du grill. Les adultes étaient assis en groupe, parlant fort les uns par-dessus les autres. C'est à ce moment-là que la voiture inconnue est entrée dans l'allée. Une berline argentée, des plaques d'un autre état. La conductrice est sortie, portant un blazer en lin malgré la chaleur. Elle portait un sac porte-documents en cuir sur une épaule. Je l'ai reconnue instantanément. Claire Whitmore. Elle m'a repéré près du chêne et a souri. « Vous êtes vraiment venu ?» a-t-elle dit en s'approchant. « Je vous avais dit que je le ferais. » Elle a jeté un coup d'œil curieux à la réunion. Je voulais voir la gare, mais j'ai aussi apporté les épreuves de mise en page pour l'article. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être les parcourir ensemble. Puis elle a baissé légèrement la voix. « Si c'est un mauvais moment, je peux partir. » J'ai regardé autour de moi dans la cour. Ma mère réarrangeant les desserts comme un régisseur. Belle prenant des selfies avec des cousins. Tante Lorraine bavardant près de la clôture. « C'est toujours un mauvais moment ici, » ai-je répondu honnêtement. « Venez vous asseoir. » Je l'ai conduite à la table des enfants. Sans hésitation, Claire s'est assise à côté de moi. Personne n'avait jamais choisi de s'asseoir à cette table avec moi auparavant. Elle a ouvert son porte-documents en cuir et a étalé des photographies imprimées sur la table pliante. Mes bâtiments. Le palais de justice restauré de Virginie-Occidentale brillant sous la lumière du coucher de soleil. La bibliothèque de Pennsylvanie. Une église blanche dans la campagne de l'Ohio. Des images professionnelles haute résolution disposées avec soin sur la nappe en plastique bon marché, entre les assiettes en carton et les paquets de ketchup renversés. Il a fallu moins de 15 minutes à tante Lorraine pour le remarquer. Elle avait un sixième sens pour tout ce qui perturbait le scénario familial. Une étrangère bien habillée assise à côté de moi, cela se qualifiait certainement. Lorraine s'est approchée, souriant vivement, la visière relevée sur le haut de sa tête, un verre équilibré dans une main. « Eh bien, bonjour » a-t-elle dit doucement. « Êtes-vous une amie de quelqu'un » J'ai ouvert la bouche pour répondre. « Tante Lorraine, voici Claire. » Elle est. Lorraine m'a interrompu avant que je puisse finir.
Elle a incliné la tête vers Claire et a prononcé la phrase qui existait probablement dans notre famille depuis des décennies. Voici celle dont personne ne parle vraiment. Elle a ri après l'avoir dit comme si c'était adorable, comme si c'était charmant, comme si m'humilier était devenu un divertissement familial. Le visage de Claire a immédiatement changé, pas de façon spectaculaire. Discrètement, comme un objectif d'appareil photo se mettant au point. Elle a regardé Lorraine, puis moi, puis de nouveau Lorraine. Je suis désolé, a-t-elle dit d'un ton égal. Qu'avez-vous dit exactement? Lorraine a instantanément insisté. Elle le faisait toujours. Oh, c'est juste une blague, a-t-elle ri. Chaque famille en a une, n'est-ce pas? La discrète, la quelconque. Ce mouvement de la main à nouveau. Dédaigneux, négligent. Le même geste que j'avais observé depuis l'enfance. Claire n'a pas ri. Très lentement, elle a posé sa tasse de café sur la table. Ma mère est apparue à proximité presque immédiatement après avoir remarqué l'étrangère. Son expression s'est crispée avant que son sourire n'arrive. Vanessa, a-t-elle dit prudemment. Qui est ton ami? Le mot ami sonnait suspect venant de sa bouche. J'ai essayé de répondre à nouveau, mais Claire a parlé la première. Je me présenterai dans une minute, a-t-elle dit calmement. Je préfère juste attendre que tout le monde écoute. L'atmosphère a changé instantanément. Les gens l'ont senti. Ce silence électrique étrange juste avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Claire s'est légèrement penchée vers moi et a baissé la voix. Puis-je leur montrer? J'ai presque ri. Ils ne s'en soucieront pas. Je ne demande pas s'ils s'en soucieront, a-t-elle répondu doucement. Je demande si vous me laisserez faire. J'ai regardé à travers la cour. Mon père assis sous le chêne. Ma mère planant protectricement près de la table principale. Belle riant pour un autre selfie. 35 ans à être attachée à la mauvaise histoire. Lentement, j'ai hoché la tête. Claire s'est levée, a lissé son blazer, a pris son porte-document, puis elle s'est dirigée directement vers le centre de la réunion comme quelqu'un qui n'a absolument pas peur de prendre de la place. Excusez-moi, a-t-elle appelé poliment. Pas fort, pas de manière spectaculaire, juste assez clair pour que les conversations commencent à s'arrêter une par une. La cour est lentement tombée dans le silence. La musique a baissé. Les enfants ont arrêté de courir. 40 personnes se sont tournées vers une femme qu'elles ne reconnaissaient pas. Le sourire de ma mère s'est complètement figé. Claire a sorti de la poche de son blazer une carte de visite et l'a tendue à ma mère. Mon nom est Claire Whitmore, a-t-elle dit. Je suis la rédactrice en chef des reportages pour le magazine American Heritage Architecture. Ma mère a baissé les yeux sur la carte, puis les a relevés. Claire a continué calmement. J'ai conduit presque 2 heures aujourd'hui à cause d'elle. Et puis elle m'a pointé du doigt. Pas de manière théâtrale, simplement, factuellement, comme si elle identifiait la personne la plus importante de la pièce. Toute la réunion est devenue silencieuse. On pouvait entendre la glace bouger dans les glacières à travers la cour. Personne n'a bougé. Claire a ouvert lentement le porte-document en cuir et en a sorti la première photographie. C'était le palais de justice restauré de Virginie-Occidentale, l'extérieur en calcaire brillant d'une lueur chaude sous la lumière du soir. Ce bâtiment devait être démoli il y a 3 ans, a-t-elle dit clairement. Vanessa Holloway l'a sauvé. La restauration a remporté le prix de préservation de l'État. Elle a montré une autre photo. La bibliothèque de Pennsylvanie. Fenêtre cintrée. Maçonnerie restaurée. Lumière dorée se déversant dans la salle de lecture. Elle a dirigé ce projet à 25 ans. La ville a nommé la salle de lecture en son honneur. Une autre photographie. Une église blanche avec des vitraux restaurés si parfaitement qu'ils semblaient intacts par le temps. 63 familles ont écrit des lettres nous demandant de faire un reportage sur l'architecte qui a redonné vie à leur église. Elle a posé les photographies sur la table pour que tout le monde puisse les voir. Ma mère fixait ces images comme si elles étaient apparues dans une langue étrangère. Le téléphone de Belle reposait face contre table pour la première fois de l'après-midi. Claire a regardé attentivement autour de la cour avant de parler à nouveau. Vanessa Holloway est l'une des architectes de la préservation les plus respectées travaillant actuellement aux États-Unis. Elle a restauré 11 structures historiques dans 4 États. Et notre numéro d'octobre la présentera en couverture.
Puis est venue la phrase qui a fait voler en éclats 35 ans de mythologie familiale. Et c'est votre famille. Je supposais que vous le saviez tous déjà. Pas de colère, pas de cruauté, juste une honnêteté professionnelle, ce qui, d'une manière ou d'une autre, l'a rendue dévastatrice. Tante Lorraine a lentement baissé son verre. Ma mère s'est remise la première parce que contrôler le récit était devenu un instinct pour elle. Eh bien, bien sûr que nous le savions, a-t-elle dit trop rapidement. Sa voix sonnait douloureusement vive, artificielle. Le même ton qu'elle utilisait avec les gens de l'église et les voisins qu'elle voulait impressionner. Nous avons toujours été fiers de Vanessa. Je n'ai rien dit, non pas parce que je la croyais, mais parce que tout le monde là-bas l'avait vu me rabaisser pendant des décennies. Personne n'a semblé choqué par le mensonge. Ils l'ont simplement regardé le jouer. Lorraine a immédiatement changé de stratégie aussi. Oh, je ne faisais que la taquiner tout à l'heure, a-t-elle dit en forçant un rire. Vanessa sait que je l'adore. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé avant qu'elle ne puisse me toucher. Pas de manière spectaculaire, juste assez. Sa main s'est refermée sur du vide. Belle a croisé les bras sur la défensive. Je veux dire, nous savions qu'elle travaillait sur des trucs de rénovation. Elle n'en a jamais vraiment beaucoup parlé. Claire n'a pas dit un mot. Elle est simplement restée là, regardant ma famille réécrire désespérément l'histoire en temps réel. À une autre table, j'ai entendu des cousins chuchoter entre eux. Tu savais pour ça? Elle est en couverture d'un magazine. 11 bâtiments. Oncle Denis était assis tranquillement, m'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La fille de mon cousin, Emma, 16 ans, a traversé l'herbe pieds nus vers les photographies étalées sur la table. Ses cheveux étaient encore humides de l'arroseur. Elle a regardé les photos, puis moi. Attends, a-t-elle dit doucement. Une ville a nommé une pièce en ton honneur? J'ai souri pour la première fois de la journée de manière authentique. Oui. C'est vraiment incroyable. Des mots simples, des mots honnêtes. Et d'une manière ou d'une autre, les entendre d'une adolescente semblaient plus réels que tout ce qu'un adulte de ma famille m'avait jamais dit. Plus tard, ma mère m'a coincé près de la porte de la cuisine après que la plupart des gens se soient dispersés en petites conversations. Elle préférait toujours les espaces privés pour les conversations difficiles. Pas de témoins, pas de responsabilité. Sa voix est restée basse et contrôlée, mais je pouvais l'entendre se briser en dessous. Pourquoi m'as-tu fait ça? J'ai cligné des yeux lentement. Fait quoi? Amener une étrangère ici pour m'embarrasser? Je ne l'ai pas amenée ici pour toi, ai-je répondu calmement. Elle est venue parce que mon travail compte pour elle. Ton travail? Ma mère a répété les mots comme s'ils l'irritaient physiquement. As-tu la moindre idée de ce que j'ai sacrifié pour que tu puisses aller à l'université? C'était ça, le scénario. Celui qu'elle avait répété toute ma vie. Chaque conversation finissait par porter sur ce qu'elle avait perdu, pas sur ce que j'avais accompli. Tu as sacrifié ton programme d'architecture après la naissance de Belle, ai-je dit doucement. Je le sais. Son visage a perdu sa couleur instantanément. Pas progressivement. D'un seul coup. Elle m'a dévisagé. Tu as fouillé dans mes affaires. J'ai trouvé tes carnets de croquis il y a des années. Pendant 3 secondes complètes, elle n'a pas pu parler. Ça ne te regardait pas. Tu avais du talent, maman. Cela semblait la frapper plus fort que la colère ne l'aurait fait. J'ai gardé ma voix égale. Tu en avais vraiment. Mais que je devienne architecte n'est pas quelque chose pour lequel tu aurais dû me punir. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Il n'y avait pas de réponse préparée pour ça. Pas de discours de victime, pas de redirection parce que je ne l'attaquais pas. Je disais simplement la vérité. Ma mère s'est brusquement retournée et a disparu dans la salle de bain. Une seconde plus tard, j'ai entendu le verrou se fermer. La femme qui avait passé des décennies à me rendre invisible s'était soudainement retirée de la pièce. Les dynamiques familiales n'ont pas de sens vu de l'extérieur. Les gens demandent toujours comment une mère pourrait en vouloir à sa propre fille de suivre le même rêve qu'elle a eu autrefois. Mais le ressentiment au sein des familles suit rarement la logique. Il suit le deuil. Et le deuil peut devenir cruel quand il ne guérit jamais correctement. Belle m'a trouvé plus tard sur le porche arrière. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte,
les bras croisés, tandis que les lumières fluorescentes de la cuisine se déversaient autour d'elle. « Tu aurais pu nous parler de tout ça » a-t-elle dit. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai fait. À Thanksgiving il y a 2 ans. Tu as appelé ça un passe-temps. Son expression a vacillé. Elle s'en souvenait. Je pouvais le voir. Mais la mémoire luttait contre 35 ans de croyance en elle-même comme étant le centre de chaque pièce. Je ne réalisais pas que c'était si sérieux, a-t-elle marmonné. C'est exactement ça, Belle. Tu n'as jamais demandé. Elle s'est déplacée inconfortablement avant d'essayer un ton plus doux. Écoute, nous sommes sœurs. Ne pouvons-nous pas faire ça devant tout le monde? J'ai presque ri. Tout le monde a regardé ça toute ma vie. Ça a atterri plus durement qu'elle ne s'y attendait. Ses yeux se sont légèrement remplis, mais pas de culpabilité. D'embarras. Belle ne pleurait pas ce qui m'était arrivé. Elle pleurait le fait que sa position dans la hiérarchie familiale se sentait soudainement instable. Pourquoi est-ce que tu ramènes toujours tout à toi? A-t-elle lâché soudainement. J'ai laissé le silence s'installer entre nous assez longtemps pour qu'elle entende ce qu'elle avait réellement dit. Puis j'ai répondu doucement. Tu as eu 35 ans où tout tournait autour de toi. J'ai un après-midi. Elle m'a dévisagé, a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. Je suis resté sur le porche à écouter le bourdonnement des cigales dans les arbres tandis que les lucioles commençaient à clignoter dans la cour qui s'assombrissait. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas petite au milieu de ma famille. 20 minutes plus tard, tante Lorraine a essayé de réparer les dégâts. Pas avec moi, avec Claire. Je l'ai regardée s'approcher près de la table des desserts, portant un rouge à lèvres frais et un autre sourire soigneusement assemblé. Tellement merveilleux de vous rencontrer, a dit Lorraine vivement. J'ai toujours su que Vanessa avait du talent. Claire tenait une assiette en carton avec de la tarte qu'elle n'avait pas touchée. Elle a regardé Lorraine de la même manière qu'un rédacteur étudie un paragraphe mal écrit. Intéressant, a répondu Claire calmement. Parce qu'il y a 20 minutes, vous l'avez présenté comme le membre de la famille dont personne ne parle. La phrase a volé en éclats à travers la conversation comme du verre brisé. Le visage de Lorraine est devenu rouge vif. Oh, c'était juste une blague entre nous. Habituellement, les blagues font rire tout le monde. La voix de Claire est restée parfaitement égale. Pas de cruauté, pas de ton élevé, juste la vérité. De l'autre côté de la cour, oncle Denis a finalement parlé. Lorraine, assieds-toi. Toute la réunion s'est à nouveau figée. En plus de 40 ans de mariage, je n'avais jamais entendu oncle Denis la corriger publiquement. Lorraine l'a dévisagé avec incrédulité. Il n'a pas détourné le regard. Lentement, elle s'est assise, et pour la première fois de toute ma vie, tante Lorraine est devenue silencieuse. Pas un silence stratégique, pas un silence offensé, un vrai silence, le genre qui se produit quand quelqu'un réalise enfin que tout le monde vient de le voir clairement. Un étrange changement a parcouru la cour après ça. Pas fort, pas spectaculaire, juste un réalignement subtil, comme si les gens reconsidéraient tranquillement tout ce qu'ils pensaient savoir de moi. Quelques parents se sont dirigés de mon côté de la cour tandis que d'autres sont restés regroupés autour de ma mère comme des satellites loyaux refusant de quitter l'orbite. Les conversations se sont brisées en plus petites poches. Certaines personnes évitaient entièrement le contact visuel. D'autres m'ont soudainement regardé avec une curiosité maladroite, comme s'ils me rencontraient pour la première fois. Claire a continué à montrer des photographies à quiconque était réellement intéressé. Un bureau de poste restauré dans l'est du Kentucky que les responsables du comté voulaient démolir pour construire plus de parkings. Une école à classe unique dans le Tennessee où mon équipe a passé 8 mois à réparer des vitres en verre soufflé à la main d'origine de 1905. Un centre communautaire négligé en Alabama que j'ai restauré entièrement gratuitement parce que le quartier ne pouvait pas se permettre des travaux d'architecture professionnels. Claire parlait soigneusement et clairement de chaque projet. Ce qui rend Vanessa différente, a-t-elle dit à un moment donné, c'est qu'elle voit de la valeur dans des endroits dont les autres ont cessé de se soucier. Elle n'a jamais regardé directement ma mère en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Le sens a traversé la cour de lui-même. Ma mère se tenait près de la porte de la cuisine, écoutant en silence complet. Son visage était devenu illisible. Ou peut-être que j'avais simplement arrêté d'essayer de décoder ses expressions après avoir passé 35 ans à le faire. Belle était assise seule à la table principale,
faisant défiler son téléphone sans rien lire vraiment. Pour la première fois de ma mémoire, elle n'était pas le centre de l'attention. Et moi, j'étais assise à la même table des enfants où j'avais toujours été placé, sauf que maintenant, les gens tiraient volontairement des chaises à côté de moi. Cette différence comptait plus que je ne l'avais prévu. J'écoutais des fragments de conversation flottant dans l'air humide du soir. Elle a restauré 11 bâtiments. Je n'avais aucune idée. Elle va faire la couverture d'un magazine. Comment se fait-il que personne n'ait jamais mentionné tout ça? Parce que personne n'a demandé. C'était la réponse. Pas une seule fois en 35 ans, personne dans cette famille ne s'était assez soucié de vraiment demander qui j'étais en dehors du rôle qui m'avait été assigné enfant. Je suis restée assise là, pensant à ce que je pourrais faire ensuite. Je pourrais tout exposer, chaque insulte, chaque anniversaire oublié, chaque robe de seconde main, chaque photo dont j'avais été coupé. Je pourrais me tenir au milieu de cette cour et déposer 35 ans de preuves aux pieds de ma famille jusqu'à ce que chaque personne ait honte. Mais quelque part en cours de route, en restaurant des bâtiments brisés et des espaces oubliés, j'avais appris quelque chose d'important. La restauration et la destruction font appel à des muscles différents. Et je ne voulais pas devenir quelqu'un qui démolit les gens juste parce que j'en avais enfin le pouvoir. Alors j'ai pris 2 décisions. Je parlerai à mon père, puis je partirai. J'ai trouvé Claire à côté de sa voiture au coucher du soleil. Le ciel derrière les montagnes était devenu d'un ambre profond et la brise du soir coupait enfin la chaleur. Merci, lui ai-je dit doucement. Sérieusement. Elle a secoué la tête. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Votre travail méritait d'être reconnu bien avant aujourd'hui. Vous n'étiez pas obligé de dire tout ça. Si, je l'étais. Son expression s'est légèrement adoucie. Les gens deviennent invisibles parce que tout le monde autour d'eux accepte de ne plus les voir. Je ne participe pas à ça. Elle m'a tendu une grande enveloppe contenant les épreuves imprimées pour le reportage du magazine. La maquette de la couverture d'octobre était sur le dessus. Mon visage me regardait depuis la maquette, ni souriant, ni posant, juste debout devant le palais de justice restauré, les mains le long du corps, regardant directement l'appareil photo. Stable, présente, réelle. Nous aurons besoin de vous à New York le mois prochain pour la séance photo finale, a dit Claire. L'article va être important. J'ai hoché la tête lentement en tenant l'enveloppe contre ma poitrine. Puis je me suis retourné et j'ai retraversé la cour. Tous les yeux me suivaient. Mais cette fois, ce n'était pas parce que j'étais la déception de la famille. C'était parce que les gens réalisaient soudain que j'avais de l'importance. Mon père était toujours assis sous le chêne, exactement là où je l'avais laissé. La lumière du soir filtrait à travers les branches au-dessus de lui, projetant des ombres mouvantes sur l'herbe. Il n'avait pas participé au chaos, n'avait pas interrompu, n'avait défendu personne. Il avait simplement observé comme il l'avait toujours fait, comme un homme qui avait passé trop d'années à croire que le silence était plus sûr que le conflit. J'ai tiré une autre chaise longue à côté de lui et me suis assise tranquillement. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai sorti de ma poche arrière l'une des photographies de la remise de diplôme. J'ai trouvé ça dans le bureau de grand-mère, ai-je dit doucement. Mon père a regardé la photo dans ma main. Son expression a tremblé. Les photos que tu as prises. Il a dégluti difficilement. 15 d'entre elles, ai-je continué. Maman en a pris une. Tu en as pris 15. Pendant plusieurs secondes, il a fixé la photographie sans parler. Puis, d'une voix si basse que je l'ai presque manqué, il a murmuré, j'aurais dû en prendre plus. Ça m'a presque brisé. Je lui ai tendu la photo avec précaution. Moi, à 22 ans, souriant fièrement dans ma toge de diplômé. Un visage que ma famille avait passé des décennies à qualifier de quelconque semblait soudain radieux à travers ses yeux. Et le dossier dans ton bureau, ai-je ajouté. Tous les articles. Ses doigts se sont resserrés autour de la photo. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il admis. Les mots semblaient douloureux à sortir, comme s'ils avaient été piégés dans sa poitrine pendant des années. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. J'ai baissé les yeux sur ses mains usées. Tu as gardé les preuves, lui ai-je dit doucement. Ça compte aussi. Il a hoché la tête lentement. Le même hochement de tête silencieux de la chambre d'hôpital des mois plus tôt. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais celle-ci dans le salon, papa.
pas caché dans une boîte. Il a de nouveau regardé la photo, a passé son pouce avec précaution sur la surface brillante, et a hoché la tête une fois de plus. C'est à ce moment-là que ma mère s'est approchée de nous. On pouvait sentir sa colère avant même qu'elle n'atteigne les chaises. C'est pas couper brusquement l'herbe, la mâchoire serrée, les épaules rigides, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Vanessa Helen Holloway. Le nom complet. L'arme que les mères utilisent quand elles pensent que la propriété leur appartient encore. Tu viens à ma réunion et tu m'humilies devant tout le monde? Je me suis levé lentement. Personne ne t'a humilié. Oh, s'il te plaît. Elle a ri amèrement. Cette femme m'a pratiquement mise en procès. Elle a parlé de mon travail. Ton travail. La voix de ma mère s'est brisée brusquement. Tout ce que tu as existe grâce au sacrifice que j'ai fait pour cette famille. J'ai soutenu son regard fermement. Tu as habillé Belle. Tu m'as donné ce qui restait. Ses yeux se sont légèrement écarquillés parce que je n'avais jamais parlé aussi directement auparavant. Je vous ai tous traités de manière égale. Le plus grand mensonge qu'elle ait jamais raconté. Et à en juger par le silence autour de nous, personne n'y croyait plus. Il y a 3 photos de moi dans ton salon, ai-je dit calmement. Belle en a 15. Ce n'est pas égal. Le sang-froid de ma mère a finalement commencé à se fissurer. Tu as toujours été difficile, a-t-elle lâché. Toujours sensible, toujours à tout ramener à toi. Normalement, ces mots m'auraient anéanti, mais quelque chose en moi avait changé de façon permanente cet après-midi-là. Les accusations n'atterrissaient plus. Je ne me suis pas transformé en la fille laide, ai-je dit doucement. C'est toi qui l'as fait. La cour est redevenue complètement silencieuse. 40 personnes m'ont entendu le dire. Personne n'a interrompu. Personne ne l'a défendu. Le visage de ma mère s'est effondré, mais pas de remords, d'exposition. Les larmes sont venues immédiatement après, mais ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui s'excuse. C'étaient les larmes de quelqu'un dont la version soigneusement construite d'elle-même venait de se briser en public. Après tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille, a-t-elle pleuré. C'est comme ça que tu me rembourses? Je ne rembourse rien, ai-je répondu. Je pars. Et je le pensais. Ma voix ne s'est pas élevée une seule fois. Pendant ce temps, ma mère se tenait, tremblante, au milieu de la cour, tandis que les parents évitaient maladroitement de nous regarder directement, l'une ou l'autre. Je me suis détourné d'elle et j'ai marché lentement vers l'allée. La lumière du soir s'était adoucie pour devenir cette heure dorée que les photographes poursuivent sans fin parce qu'elle fait paraître tout plus doux que la réalité. Claire se tenait près de sa voiture, attendant tranquillement. Elle m'a tendu une autre enveloppe. Le contrat officiel, a-t-elle expliqué. Article de couverture. Numéro d'octobre. Je l'ai accepté avec précaution. Merci, ai-je murmuré. Claire a souri faiblement. Remerciez vos bâtiments. C'est eux qui ont tout dit. J'ai jeté un dernier regard sur la cour. Tante Lorraine était assise seule près de la clôture, fixant le sol d'un air absent, sans son énergie de performance habituelle. Belle se tenait loin, envoyant des SMS furieusement, le dos tourné à tout le monde. 2 de mes tantes planaient autour de ma mère, offrant un réconfort exagéré, assez fort pour que les gens le remarquent. Oncle Denis a croisé mon regard à travers l'herbe. Puis il a hoché la tête une fois. Le même hochement de tête silencieux que mon père me donnait toujours. Le hochement de tête d'un homme qui a compris trop tard que le silence peut devenir une participation. Soudain, Emma est venue en courant pieds nus à travers la pelouse vers moi. Tante Vanessa, a-t-elle dit, à bout de souffle. Je peux visiter un de tes bâtiments un jour? J'ai souri en la regardant. Quand tu veux. Vraiment? Je te ferai personnellement la visite. Elle m'a serré fort dans ses bras, sans hésitation. Pas d'arrière-pensée, pas de performance, juste de l'affection. Puis elle est retournée en courant vers l'arroseur, en riant. Près de la table principale, la carte de visite de Claire gisait toujours abandonnée dans l'herbe où ma mère l'avait laissée tomber plus tôt. Personne ne s'est donné la peine de la ramasser. Je suis passé juste à côté. Certaines choses méritent d'être restaurées. D'autres sont mieux laissées là où elles tombent. Je suis monté dans ma voiture et j'ai placé l'enveloppe du contrat avec soin sur le siège passager à côté des épreuves du magazine. Par-dessus les deux,
j'ai posé l'une des photographies de la remise de diplôme que mon père avait insisté pour que je garde. Une pour moi, avait-il dit doucement. Une pour toi. Un accord entre deux personnes qui avaient passé la plupart de leur vie à s'aimer en silence. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de l'allée en gravier sans regarder en arrière. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que je savais déjà exactement ce qu'il y avait derrière moi. L'autoroute s'étendait, longue et vide, sous le ciel d'été déclinant. L'air chaud se précipitait par les fenêtres ouvertes, transportant l'odeur de l'herbe coupée et de la pluie lointaine. Je n'ai pas allumé la radio. Pour une fois, le silence ne semblait pas solitaire. Environ 45 minutes après le début du trajet, mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un message texte de mon père. 2 mots, fier toujours. Je me suis immédiatement rangé sur le bas-côté parce que soudain, je ne pouvais plus voir clairement. Mes yeux me brûlaient. Pendant un moment, je suis resté assise là, fixant ces 2 mots tandis que les phares passaient en trombe dans l'obscurité. Fier toujours. Pas fier maintenant. Pas fier enfin. Fier toujours. Comme s'il avait besoin que je comprenne que même pendant les années où il n'avait pas réussi à me protéger à voix haute, une partie de lui avait toujours connu ma valeur. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main, j'ai posé le téléphone avec précaution et j'ai continué à conduire. Autour de la borne kilométrique 93, j'ai dépassé une station-service abandonnée au bord de l'autoroute. Fenêtres barricadées, rouille s'étendant sur les vieilles pompes, vignes grimpant sur la ligne de toit. La plupart des gens seraient passés sans un autre regard. J'ai ralenti à la place. Même dans la lumière déclinante, je pouvais le voir. La structure sous la négligence, le potentiel, les fondations. Et soudain, j'ai souri. Ce bâtiment pourrait encore valoir la peine d'être sauvé. 3 mois plus tard, le numéro d'octobre du magazine American Heritage Architecture est sorti dans tout le pays. Mon visage couvrait la première page, ce même visage que ma famille avait passé 35 ans à qualifier de quelconque. Je me tenais devant le palais de justice restauré, vêtu d'un jean foncé et d'un manteau noir, tandis que la lumière d'automne enveloppait le calcaire derrière moi. Pas de sourire exagéré, pas de pose maladroite, juste moi, debout là, solidement et honnêtement, de la manière dont mon père m'avait toujours regardé. Stable, présente, impossible à ignorer. Mon père a acheté 3 exemplaires. Il en a encadré un et l'a accroché lui-même dans le salon, juste à côté du portrait de fin de lycée de Belle. Ma mère ne l'a jamais enlevé. Elle ne l'a jamais reconnu non plus. La couverture existait simplement là, ensuite, comme un fait que personne ne pouvait plus effacer. Belle m'a envoyé un SMS une fois après la sortie du magazine. Vu l'article. Félicitations. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Merci. Rien d'autre. Il ne restait plus grand-chose à dire entre nous. Tante Lorraine ne m'a plus jamais contacté. Oncle Denis m'a envoyé une lettre manuscrite plusieurs semaines plus tard sur du papier jaune. J'aurais dû parler il y a des années. Désolé n'est pas suffisant, mais c'est ce que j'ai. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai placée dans le tiroir de mon bureau, à côté du dossier d'articles de mon père. Ma mère n'a jamais appelé, pas une seule fois. Étonnamment, ça a cessé de faire mal plus tôt que prévu. Ce Thanksgiving-là, au lieu de conduire jusqu'à la maison de mes parents, je suis retourné à la station-service abandonnée près de la borne kilométrique 93. J'ai fait le tour de la propriété seul avec un appareil photo et un mètre ruban tandis que le vent froid de novembre balayait les feuilles mortes sur le trottoir fissuré. J'ai photographié chaque angle, mesuré chaque mur, étudié chaque centimètre de la structure. Le lundi suivant, j'ai soumis une proposition de restauration au comté, entièrement gratuitement. Espace d'art communautaire, salle de lecture publique, centre d'atelier pour les étudiants locaux, un bâtiment oublié devant lequel tout le monde passait sans le voir. Je comprenais des endroits comme ça mieux que la plupart des gens ne le feraient jamais. Un soir tard, plusieurs semaines plus tard, j'étais assise seule dans mon bureau de studio tandis que la lumière ambrée du coucher de soleil se déversait par les fenêtres. La vieille boîte à chaussures reposait toujours sur l'étagère au-dessus de ma table à dessin. Même carton usé. Même bande de rubans adhésifs tenant un coin ensemble. À l'intérieur se trouvaient toutes les photographies que j'avais passé des années à prendre moi-même parce que personne d'autre n'avait pensé à le faire. Mon premier appartement, ma première table à dessin, le jour où j'ai réussi mon examen d'autorisation d'exercer, de minuscules moments de preuve.
J'ai ajouté 3 autres photographies ce soir-là. La couverture du magazine, la photo avant de la station-service abandonnée, et la photographie de moi à 10 ans, debout derrière la fougère en pot dans une robe de seconde main pendant que personne ne la regardait. J'ai tenu cette photo d'enfance à côté de la couverture du magazine pendant longtemps. Une photo montrait une petite fille disparaissant pratiquement au sein de sa propre famille. L'autre montrait une femme que tout le pays voyait soudainement clairement. Même personne, même visage, même fille. J'ai placé les 2 photos côte à côte dans la boîte à chaussures et j'ai refermé doucement le couvercle avant de la remettre sur l'étagère. Certaines personnes collectionnent des trophées. Je collectionnais des preuves que j'existais. Voici ce que je sais maintenant. Vous ne pouvez pas réparer une famille qui refuse l'honnêteté. Vous ne pouvez pas forcer les gens à voir de la valeur en vous après qu'ils aient passé des années à se protéger de cela. Mais vous pouvez construire une vie si forte que leur approbation finit par ne plus avoir d'importance. Chaque bâtiment que j'ai restauré a commencé exactement de la même manière. Quelqu'un a décidé qu'il ne valait rien. Puis quelqu'un d'autre a regardé de plus près, a vu le savoir-faire sous les dommages, a vu la structure sous la négligence, a vu le potentiel là où tout le monde ne voyait que l'échec. Je n'ai jamais été la fille laide. J'étais simplement entouré de gens qui avaient arrêté de regarder trop tôt. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenu architecte en premier lieu. Parce que quelque part au fond de moi, j'ai toujours compris ce que c'était que d'être abandonné tout en valant encore la peine d'être sauvé. Certaines personnes passent toute leur vie à attendre que les gens qui les ont blessés s'excusent enfin, comprennent enfin, changent enfin. Mais la guérison n'arrive pas toujours par des excuses. Parfois, elle arrive au moment où vous cessez de demander aux gens de confirmer votre valeur, et que vous commencez à la reconnaître vous-même. Vanessa a passé 35 ans à croire qu'elle était invisible parce que les personnes les plus proches d'elle la traitaient de cette façon. Mais la vérité n'a jamais été qu'elle manquait de valeur. La vérité était qu'elle se tenait dans des pièces remplies de gens qui refusaient de la voir vraiment. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous ignore que vous n'êtes pas important. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas réussi à vous aimer correctement que vous étiez difficile à aimer. Le monde est plein de choses abandonnées qui méritent encore d'être restaurées. Des bâtiments oubliés, des lieux brisés, des personnes silencieuses portant des cicatrices invisibles. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui ont appris à se reconstruire sans applaudissements, sans soutien et sans avoir été choisies en premier. Vanessa n'est pas devenue puissante parce que sa famille a changé. Elle est devenue puissante au moment où elle a cessé de laisser leur version d'elle devenir la sienne. Et peut-être que quelqu'un qui écoute cette histoire avait besoin de ce rappel ce soir, aussi. Vous n'êtes pas l'étiquette qu'ils vous ont donnée. Vous n'êtes pas le silence qu'ils ont placé autour de vous. Et vous n'avez pas besoin de permission pour prendre votre place dans ce monde.